Bonjour et bienvenue dans Legacy in Motion. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Hugo Van Hoffel, grand reporter reconnu pour ses enquêtes rigoureuses et son regard affûté sur l'actualité. Hugo a été formé à l'agence CAPA, il a réalisé des reportages dans le monde entier, diffusés sur Arte, France 5, Canal+ et Netflix. Avec lui, nous allons parler de journalisme d'investigation, d'éthique, de terrain, mais aussi du rôle crucial que joue l'information dans nos sociétés. Bonjour Hugo et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour et je suis content d'être là. Alors pour commencer, peux-tu nous raconter comment tu es devenu journaliste? Est-ce une vocation de longue date ou un chemin qui s'est dessiné progressivement? Alors c'est plutôt une vocation de longue date. Je pense que j'ai eu cette idée vers 17-18 ans. Je ne suis pas tout de suite arrivé au grand reportage. Donc le grand reportage, c'est en fait les reportages à l'étranger. Au début, j'ai commencé par travailler dans la presse musicale. Je suis passé aussi par un site internet. J'ai travaillé un petit peu dans la presse artistique aussi, comme chroniqueur, critique d'art. Et puis un jour, j'ai tout plaqué et j'ai décidé d'aller vers ce qui m'intéressait vraiment, c'est-à-dire le grand reportage. Et donc, j'ai autofinancé mon premier reportage à l'étranger. Et c'était au Sénégal, à Dakar, il y a plus d'une vingtaine d'années. Et quel a été le déclic pour que tu plaques tout comme ça et que ça a été un modèle, quelqu'un que tu as vu et qui t'a inspiré ou c'est toi-même qui t'es... En fait, moi, je suis fils d'artiste peintre. Donc, c'est vrai que j'ai grandi en voyant un homme qui était assez libre et qui a vécu de sa passion, avec des hauts et des bas, mais qui a vécu de sa passion. Donc, je pense que assez naturellement, quand j'ai compris que j'étais pas à ma place, j'ai pris le risque d'aller vers ce qui m'animait vraiment. Et ça, je pense que je le dois effectivement à un héritage familial, à un goût de la liberté, d'assouvir ses passions. Et y a-t-il une enquête ou un reportage qui a été un moment décisif dans ta carrière? Alors, je dirais qu'à un moment décisif en termes de carrière, de moment où j'ai vraiment grimpé plusieurs marches à la fois, c'est quand j'ai travaillé pour Netflix. Donc, j'ai fait un long documentaire sur Netflix à propos d'une terroriste anglaise qui s'est engagée auprès d'Al-Qaïda en Somalie. Ce tournage-là a été assez décisif dans le sens où d'abord, bah, Netflix, je crois qu'il y a 180 millions de personnes qui regardent. Donc d'un coup, il y a une grosse exposition. C'est traduit en, je sais plus, 30 ou 40 langues. Donc l'accès est mondial tout de suite. Et c'était les débuts de Netflix, mais c'était déjà très connu. Donc le nom Netflix, travailler pour Netflix, m'a ensuite ouvert beaucoup de portes. Et c'était une expérience très agréable parce que, on travaille avec une grosse équipe, avec beaucoup de moyens. Donc, pour aller, par exemple, dans des pays comme la Somalie où c'est très compliqué de travailler, il faut avoir derrière une production qui a les reins solides pour assurer ta sécurité, etc. Parce que c'est très cher un tournage dans une zone comme ça. Voilà, donc je dirais que c'est le documentaire sur Netflix qui a vraiment été décisif dans ma carrière. Après, émotionnellement, il y a plein de reportages qui m'ont apporté des choses, mais celui de Netflix, voilà, en termes de carrière, c'est celui qui a été le plus important. Sur ta vision du journalisme aujourd'hui, comment perçois-tu le rôle du journaliste et grand reporter en 2025 à l'heure des réseaux sociaux et surtout de la désinformation? Bah effectivement, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé comme grand reporter, donc à l'agence CAPA, la désinformation, c'était beaucoup moins présent qu'aujourd'hui. Ça s'est démultiplié avec les réseaux sociaux, bien évidemment. Aujourd'hui, je dirais que c'est plus compliqué que jamais d'être journaliste parce que les gens ont de moins en moins confiance dans l'information qu'on donne via les canaux officiels, donc les chaînes de télévision, la presse, etc. Et en plus, ils s'abreuvent de canaux alternatifs, TikTok, etc. Et donc considèrent ça comme une source officielle, alors qu'en fait, TikTok, c'est la source même de la désinformation. D'ailleurs, le pouvoir russe, le Kremlin, a des armées de trolls qui s'emploient à véhiculer des fausses informations sur TikTok, Instagram, Snapchat, etc. Donc c'est très difficile d'être journaliste. Régulièrement, j'ai un fils qui est adolescent. Régulièrement, il vient m'annoncer des nouvelles dans la cuisine qui sont complètement invraisemblables. Et je lui demande quelle est sa source. Sa source, c'est TikTok.
Voilà, donc ça résume un peu tout le danger d'être journaliste aujourd'hui. On est à la fois moins, on a moins de confiance dans les journalistes et en plus, on va chercher des sources ailleurs sans les recouper. Donc le Mm. principe même d'un journaliste, c'est qu'il doit recouper ses sources de deux ou trois sources différentes qui disent la même information. Et évidemment, TikTok, c'est une source unique, sans aucun fondement, avec aucune référence. Donc voilà, c'est devenu compliqué, mais c'est la raison pour laquelle il faut continuer de faire ce métier et de bien le faire. Alors, sur le terrain, tu es souvent. Comment tu choisis tes sujets? Alors, ça évolue avec le temps. Au début, comme je le disais tout à l'heure, j'autofinançais mes reportages. Donc j'ai couvert beaucoup de conflits, notamment en Afrique, dans les années entre 2004 et 2008, on va dire. Pendant 4 ans, j'ai fait ça pas mal. Donc en gros, j'appelais une chaîne de télévision ou j'appelais un journal et je leur disais, voilà, je vais couvrir, je sais pas, la rébellion de l'armée du Seigneur dans le nord de l'Ouganda, qui était une armée composée d'enfants soldats. Et est-ce que ça vous intéresse? Et il suffisait que j'ai un petit oui éventuellement pour que ça m'encourage à acheter mon billet, aller dormir où je pouvais et ramener le reportage. Et ensuite, en le revendant, soit à des télés, soit des magazines, bah, je rentrais dans mes frais. Donc, au départ, c'est comme ça que je choisissais mes reportages. C'est vraiment le sujet qui m'intéressait, les zones qui m'intéressaient, et je me débrouillais pour, euh, pour ensuite pouvoir manger, quoi. Aujourd'hui, Mm. on me propose des films, des documentaires. Donc, je choisis mes sujets en fonction de mes envies toujours, mais c'est beaucoup plus confortable, c'est normal. J'ai plus de 40 ans, donc normalement, si on travaille pas mal, ça doit se passer comme ça. Et donc, j'ai la chance qu'on puisse m'appeler, que je puisse choisir mes sujets. Voilà. Mais ce qui me guide toujours, c'est l'intérêt que j'ai pour le sujet et aussi la qualité de la case. C'est-à-dire que quand on est journaliste en télévision, la télévision, c'est une arme de masse. Donc, il y a beaucoup de gens qui peuvent interférer dans le message. Donc, il faut être sûr de travailler pour des chaînes de qualité. C'est le cas d'Arte, par exemple, pour lequel je travaille en ce moment, où on va respecter votre vision d'auteur, de réalisateur, et également le sérieux du propos. Voilà. Donc, ce qui m'anime, c'est le sujet et aussi la case dans laquelle il va être diffusé, être sûr que c'est une case sérieuse. J'irai pas faire par exemple, de documentaire pour CNews, pour citer une chaîne au hasard. Mm. Au niveau de l'intérêt, c'était pas prévu dans mes questions, mais là j'aimerais rebondir parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Mhm. autant de sources. Qu'est-ce qui t'intéressait? Qu'est-ce qui suscitait chez toi l'intérêt? Euh, Dans mes premiers reportages, Oui. bah, moi, ce qui m'a toujours attiré, c'est la différence. Depuis petit, je suis toujours fasciné par les gens qui ne me ressemblent pas, pour le dire simplement. Euh, et donc, ce qui m'a attiré d'abord, c'est la découverte en fait d'histoires qui étaient très loin de mon histoire à moi, de gens qui étaient très loin de mon univers, de pays qui ressemblaient pas du tout à mon pays. Et donc, c'est vraiment, et de situations aussi qui me touchaient. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure des enfants soldats, j'en ai rencontré plusieurs dans plusieurs pays d'Afrique. C'est par exemple un thème qui me touche beaucoup. J'ai toujours aujourd'hui chez moi une photo d'un enfant soldat que j'ai pris en 2005, donc il y a 20 ans. Et voilà, je pourrais pas dire exactement pourquoi c'est des sujets qui m'attiraient, mais en tout cas, c'est ça qui suscitait voilà, l'envie de prendre un billet, d'aller à l'autre bout du monde sans aucune garantie, parce que c'était quand même des zones assez compliquées. Et moi, j'y allais, alors là, pour le coup, sans personne, avec même pas de moustiquaire, enfin voilà. Donc, c'est des choses qui m'animaient fortement et j'ai toujours gardé ça quand même en moi. Et la raison pour laquelle j'ai été recruté à l'agence CAPA, qui est une agence qui est, ou qui était une agence très prestigieuse à Paris, c'est justement parce que j'avais ce profil un peu atypique et que j'étais parti au bout du monde dans des zones dangereuses, seul, sans backup derrière. Et je pense que ça a intéressé l'agence CAPA d'avoir un profil comme le mien, qui est un peu différent d'un profil d'un étudiant qui sort d'une école de journalisme, qui a d'abord travaillé pour les chaînes d'infos, et puis petit à petit, voilà. Bon, il faut tout. C'est ni mieux ni moins bien, mais voilà, c'était mon chemin, quoi. Équilibre du confort-inconfort. Qu'est-ce qui te marque le plus dans le rapport aux personnes que tu rencontres lors de tes enquêtes? Euh,
Ce qui me marque le plus, c'est la résilience et l'humilité. Puisque c'est vrai que vu que je m'intéresse quand même à des sujets qui sont, comment dire, assez denses, souvent assez dramatiques, Mm, c'est vrai que j'ai donc été témoin de beaucoup d'histoires assez fortes, hein, et qui m'ont beaucoup impressionné, encore une fois, parce que c'est des histoires très différentes de la mienne, évidemment, de mon confort à moi. Et donc, je dirais que les mots qui qualifient mieux ça, c'est la résilience, donc le fait de pouvoir surmonter les épreuves et l'humilité. Donc, typiquement, vous arrivez dans une maison qui a été bombardée, je sais pas, et on vous offre le thé, quoi, au mieux de se mm, lamenter sur son. C'est des scènes qu'on voit très très fréquemment dans les pays en guerre, par exemple. mm. Et maintenant, ça m'impressionne un peu moins, malheureusement presque, je dirais. Mais au début, ça m'a donné des grandes leçons de vie, et à tel point que c'était parfois difficile de retourner dans la vie civile, c'est-à-dire de retrouver ensuite le confort et les petits problèmes des autres. Voilà, il m'a fallu un petit temps d'adaptation pour comprendre que c'est deux mondes différents, voilà, et que on peut pas les comparer, sinon c'est impossible de vivre, quoi. Voilà, donc je dirais, voilà, résilience, humilité. Est-ce qu'un journaliste peut ou doit être engagé? Vous placez la frontière entre engagement et objectivité, selon toi? Alors, en théorie, un journaliste doit être objectif, donc il ne doit pas être engagé, il ne doit pas prendre de parti pris. Euh, je dirais honnêtement que pour moi, il y a une différence entre ce qu'on ressent sur le terrain, les émotions qui nous traversent, et ce qu'on exprime dans nos reportages ou dans nos documentaires. Euh, pour moi, un journaliste doit rester objectif, autant que faire se peut, tout en restant humain. Parce que quand les journalistes sont plus objectifs, ben, ça donne ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup dans les chaînes d'infos, c'est-à-dire du journalisme qui est en fait certaines formes de propagande ou de désinformation. Mm. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, un journaliste doit rester plus objectif que jamais. Y a-t-il un sujet ou une cause que tu considères comme urgent à traiter et qui est encore trop ignoré par les médias du grand public? Euh, je dirais qu'on a peut-être des efforts à faire au niveau de la défense de l'environnement. J'ai travaillé sur une série documentaire pour France 5 qui était des portraits de criminels environnementaux, des trafiquants de bois précieux, des trafiquants d'ivoire, des trafiquants de totoaba, qui est un poisson qu'on trouve dans le golfe du Mexique, qui vaut très cher. On appelle ça la cocaïne de la mer. Et donc, en travaillant sur cette série, je me suis rendu compte de l'impunité, en fait, dont bénéficiaient ces gens-là, qui sont des gens très riches, parce que le crime environnemental rapporte énormément d'argent, et les peines de prison sont ridicules quand elles ont lieu. Donc je pense que criminalité environnementale, c'est vraiment un sujet qu'il faut plus traiter, aussi bien au niveau du journalisme qu'au niveau des lois. C'est-à-dire qu'il faudrait renforcer les lois, renforcer l'appareil législatif pour qu'on puisse appréhender ces criminels et qui bénéficient de peines de prison qui sont à la hauteur de leurs crimes. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que enfin, jouer avec la planète, c'est plus le moment de faire ça, quoi. On est déjà très en retard, donc voilà. Donc je dirais ça. Quelles compétences sont aujourd'hui indispensables pour les jeunes qui veulent se lancer dans le grand reportage? Et Alors quels dans le grand conseils reportage, donnerais-tu? Et quels conseils tu leur donnerais? alors dans le grand reportage, qui est donc un domaine spécial du journalisme, hein, le grand reportage, c'est vraiment le reportage à l'étranger, dans les zones de conflit. Voilà, c'est différent du journalisme sportif, du journalisme people. C'est une catégorie de journalisme à part. Pour cette catégorie-là, je dirais que la qualité première, c'est la curiosité au monde, avoir envie de découvrir le monde, être attiré par la différence. Euh, Je dirais qu'il faut aussi un certain amour de son prochain. Ça va un peu avec la curiosité au monde.
Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, il y a des journalistes comme moi qui vont qui ont été dans des zones de guerre et qui sont très attirés par l'adrénaline que ça procure. Mm. Et ça, je pense que c'est pas un bon carburant. Donc voilà, c'est pour ça que je parle d'amour plutôt que d'adrénaline et de jouer avec le feu. Donc je dirais que mais la qualité première, c'est la curiosité et aussi une certaine ténacité, parce que c'est pas facile, il y a très peu de places, les places sont très chères. Moi, je me la suis fait en jouant des coudes, en traçant mon propre chemin, donc c'est possible, si je peux le faire, tout le monde peut le faire, mais ça requiert quand même un certain courage et une certaine dose de chance, pardon. J'ai un rédacteur en chef que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Victor Robert, qui m'a dit un jour, dans notre métier, le manque de chance est un manque de talent. Voilà, donc je pense que ça, ça résume bien. Voilà. Donc, je dirais que ça, voilà. Curiosité, amour de son prochain, amour du monde, amour de notre planète, et puis ténacité. Et quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut faire ce métier en gardant du sens et de l'impact? Moi, le conseil que je donnerais, mais ça c'est très personnel, c'est de tracer son chemin comme on l'entend. C'est-à-dire que les écoles de journalisme, c'est très bien, mais tout le monde sait que la vérité, surtout dans le grand reportage, ça s'apprend sur le terrain, pas sur les bancs de l'école. Donc, c'est bien de le faire pour s'ouvrir des portes, pour avoir une base de culture générale, parce que c'est important quand même de savoir de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est qu'un chiite, qu'est-ce que c'est qu'un sunnite quand on va dans les pays arabes, par exemple. Ça, on l'apprend à l'école, et ça, c'est très bien. Mais ensuite, il ne faut pas avoir peur de creuser son propre sillon. Il y a plein de manières aujourd'hui, avec les nouveaux médias, d'arriver à être entendu. On peut même créer sa propre chaîne. Il y en a qui le font très très bien, y compris dans le domaine du grand reportage et du journalisme. Aujourd'hui, il faut être audacieux et ne pas se cantonner dans les modèles très classiques. Je pense qu'on a de la chance d'avoir des outils qui sont multiples, parfois qui amènent des fake news. Ça, c'est le côté négatif. Le côté positif, c'est qu'on a tous une plateforme aujourd'hui et il faut l'exploiter. Alors, pour la transmission, qui est le sujet de mon émission Legacy in Motion, quel rôle joue selon toi la transmission dans le journalisme? Est-ce important pour toi de partager ton expérience avec les générations futures? Alors, la transmission, c'est très important. Pour moi et de manière générale, je pense. Euh, Moi, ça m'arrive souvent de recevoir des messages sur les réseaux sociaux de jeunes journalistes qui me demandent, qui me posent des questions, qui me demandent des contacts ou qui me demandent un conseil. Je leur réponds toujours. Euh, je leur réponds parfois qu'il faut oser. Et parfois, il y en a qui osent et qui me remercient des années plus tard. Euh, voilà. Je vais pas citer de nom, mais des journalistes même qui deviennent connus, qui font leur chemin, qui sont, voilà. Eh Donc ben c'est si, très plaisant. on veut des noms. Comment? On veut des noms. Non, non, mais voilà, des journalistes après qui bossent dans les grands journaux, qui bossent dans des chaînes et tout. Et donc voilà, c'est À plaisant d'avoir l'inverse, été. à l'inverse, Comment? à l'inverse, moi, je t'ai connue en 2001 à tvradio.com. J'étais stagiaire à l'époque Ouais, et toi, ouais, tu étais rédacteur en chef. Donc voilà, c'est comme ça que ouais, bon, voilà. Et je trouve ça c'est comme ça qu'on magnifique s'est. de voir le parcours. Ça, c'est à l'inverse. De Ouais, voir tout. ouais, ouais, non, non, mais c'est bien, on a chacun une autre Splendide. parcours. Bon, on C'est n'aura très pas de bien. nom, c'est pas grave. Donc, Non, non, voilà, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que moi, en fait, on m'a donné ma chance dans ce métier. Et je l'oublierai jamais. Je n'oublierai hmm, jamais la personne qui m'a donné ma chance. Et je vais là, pour le coup, citer son nom. C'est Victor Robert à l'agence Kappa, qui présentait à l'époque l'émission L'effet papillon dans laquelle j'ai commencé. Et justement, lui, il a aimé ma personnalité, il a aimé mon parcours. J'avais pas le super diplôme de la meilleure école de journalisme. J'avais fait l'Institut français de presse à Assas, qui est aujourd'hui reconnu, mais à l'époque, je ne sais même pas si elle était reconnue. Mais voilà, il s'est fié à son intuition et j'ai toujours été très reconnaissant de ça parce que du jour au lendemain, ma vie a changé. Elle a changé financièrement, elle a changé dans le confort, elle a changé dans le fait que j'avais une équipe avec moi. Et donc, ça a tout changé. Ça a changé ma vie, même ma vie personnelle, pas juste professionnelle. Donc, je suis très reconnaissant de ça et je me suis toujours attaché à aider les autres, à justement à relier les gens entre eux parce que moi, on m'a donné ma chance. Donc, si moi, je l'ai fait parce qu'on m'a donné ma chance et aujourd'hui, je le fais aux autres,
Ben, il faut que ça, justement, ça continue. Parce que, en fait, c'est comme ça que c'est un cercle vertueux. C'est comme ça que le monde avance. C'est pas en gardant chacun ses contacts. J'ai déjà été victime de journalistes qui gardaient leurs contacts, qui m'ont même interdit d'aller dans tels endroits sur le terrain, alors que j'étais déjà sur place, pour garder leurs petits sujets. Ça, je trouve ça horrible et hyper mesquin. Donc, voilà, moi, je suis de l'école ancienne, tout le contraire. On est une grande famille, on s'aide tous les uns les autres. Et c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Donc la transmission, c'est fondamental. Et ce goût de la transmission m'a été passé comme un flambeau par mon premier rédacteur en chef. Et aujourd'hui, je le passe à tous ceux qui le veulent. Si demain on me contacte, j'aiderai tout ce que je peux faire, bah, les jeunes journalistes, et les jeunes réalisateurs, quoi. Voilà. Que signifie pour toi le mot héritage? Quel héritage aimerais-tu laisser à la profession ou au public à travers ton travail? Alors, très honnêtement, là, c'est encore une fois une position très personnelle, mais j'ai aucune prétention de laisser un quelconque héritage. Très, très honnêtement, hein, franchement. Je pense que mon travail, il peut être utile lorsqu'il est diffusé. Il peut peut-être amener un petit peu de lumière sur certains endroits de la planète ou décrypter des grandes problématiques. Mais je pense qu'il est oublié aussi rapidement que ça. Et c'est normal. Quelqu'un disait à propos de la presse écrite, il faut jamais oublier que le soir même, vous finissez dans la poubelle. Ou, voilà. C'est pareil. Nous, les journalistes, on est là pour éclairer à un moment donné. Et puis ensuite, on disparaît. On ne fabrique pas des fusées, on ne fabrique pas des vaccins, on n'est pas Pierre et Marie Curie, quoi. On est juste journaliste. Donc, pour moi, l'héritage, si j'en laisse un, tant mieux, mais c'est pas du tout une ambition. Mon ambition, c'est déjà de faire des documentaires qu'on comprend, qui amènent un peu de lumière. Et voilà, je trouve qu'on peut parler d'héritage pour un écrivain, par exemple, parce qu'il y a vraiment un côté pérenne dans un livre, un roman, pas dans le journalisme. Est-ce que tu écris pendant que tu es en reportage et à ce moment-là, est-ce que tu as publié, moi je n'ai pas la connaissance de que tu aies publié un livre ou pas, mais peut-être c'est en cours. Alors, alors, effectivement, j'ai toute une petite collection de carnets, j'écris dans les reportages, je prends des notes. Euh, donc voilà, mais ne me sens pas de publier un livre avec ces notes parce que je trouve que ça a été beaucoup fait par des gens qui l'ont très bien fait et d'autres très très mal. Et donc j'ai pas envie d'être. J'ai l'impression que si je le faisais, je serais plutôt dans la catégorie des très très mal. C'est pas mon truc. En revanche, oui, j'écris, mais j'écris un roman à propos d'une histoire familiale, voilà. Donc ça n'a pas de rapport direct avec le journalisme, même si c'est quand même une enquête, une quête. Donc forcément, c'est quelque chose qui me parle. C'est nouveau comme C'est projet? nouveau. Ouais, ouais, c'est nouveau. C'est nouveau. Ouais, ouais, c'est en Tu cours. t'es donné un temps pour le terminer ou tu écris comme tu le sens? Non, justement, je me donne pas de temps pour le terminer parce que comme c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur et qui est assez sensible, je préfère justement ne pas me mettre de temps, prendre le temps d'être sûr que quand je l'envoie aux éditeurs, je suis content de chaque ligne et de chaque mot. En tout cas, ça correspond, tu vois, à l'idée que j'avais au départ et que voilà. Donc là, c'est un work in progress. Bah, c'était ma question bonus. Quels sont tes prochains projets? Donc le livre et au Alors niveau... le, alors le livre, voilà, entre deux documentaires. Et après, donc là, je suis en train de terminer un documentaire de 2 fois 52 minutes qui va être diffusé sur Arte, dans la case Arte Tema, qui s'appelle Les armes secrètes de Poutine. Donc c'est un documentaire sur la guerre en Ukraine et l'armement russe. La manière dont les Russes réussissent à toujours envoyer de plus en plus de missiles sur l'Ukraine alors qu'ils sont censés être bardés de sanctions, etc. Comment ils échappent à tout ça? Ça, je suis en train de le finir. Je le finis cet été. Ce sera diffusé avant la fin de l'année. Et ensuite, je pars sur un documentaire à la rentrée pour Arte toujours sur Trump. Voilà, notre ami Trump, l'angle cette fois-ci sera plus, a priori, sera plus sur la guerre économique avec la Chine notamment. Voilà, ouais. Et Faut pas pour parler trop fort. l'Ukraine et la Russie, tu es parti sur le terrain, tu étais en sécurité ou Ouais. tu te sentais en sécurité malgré les Bah, conditions? l'Ukraine,
Bah, l'Ukraine, j'y suis déjà allé plusieurs fois, Mm. avant la guerre et pendant la guerre. Donc on a des très bons fixeurs, c'est-à-dire des journalistes locaux qui connaissent le coin, qui savent où il faut aller, où il faut s'arrêter, qui sont branchés aux radios, canaux de radio, sur Telegram pour voir en temps réel ce qui se passe. Donc la dernière fois que j'y suis allé, c'était en novembre. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de frappes pendant qu'on y était, mais voilà, nous on ne fait que passer, tandis que les gens là-bas, bah, ils vivent ça au quotidien. Donc bon. Oui, il y a des explosions, mais vous êtes dans un pays en guerre, c'est normal. Et comment tu gères le quotidien quand tu es dans cette condition? Au niveau du sommeil, au niveau de la nourriture, au niveau de l'horloge biologique. Bah, en fait, c'est comme tout, ça s'apprend, hein. Ça s'apprend. Au début, on est très stressé. Ça dépend aussi des zones où vous êtes, des pays où vous êtes, des zones de conflit. Par exemple, si vous êtes au Kivu, au Congo, c'est un conflit qui est beaucoup plus chaotique que à Kiev en Ukraine où il y a des frappes. Mais après, la vie de tous les jours, elle ressemble à la nôtre en fait, hein. C'est une vie presque européenne. Il y a des restos, ça marche. Juste à un moment donné, il y a un missile qui tombe ou si jamais il n'est pas détruit par la défense aérienne, quoi. C'est le risque. Après, si vous êtes par exemple dans un conflit au Kivu, donc dans le nord du Congo, bah là, tout est plus chaotique autour de vous. C'est une guerre qui ressemble plus à une guérilla, un western. Donc on a tous les sens en alerte, etc. Mais avec le temps, on apprend à gérer tout ça. Et justement, il faut apprendre à le gérer, sinon c'est là que ça devient dangereux, quoi. Et puis on est toujours avec des gens de confiance, des fixeurs sans qui on ne pourrait pas faire grand-chose. Donc voilà. Enfin, au départ, tu as commencé tout seul. Au départ, j'ai commencé tout seul. Ouais, ouais, j'ai commencé tout seul. Donc au Mm. départ, ouais, mais bon, quand on est jeune, on a un peu de tête brûlée, c'est normal, hein. C'est comme ça que j'ai fait ma place aussi. Si j'avais pas pris ces risques, j'aurais pas fait ma place, je pense. Et aujourd'hui, tu referais la même chose dans les conditions dans lesquelles le monde est aujourd'hui ou avec plus de précautions? Euh, c'est une bonne question. Bah, aujourd'hui, j'ai deux enfants, donc forcément, ça change quand même beaucoup la donne. Et en Si plus, aujourd'hui tu avais 18 ans, si aujourd'hui tu avais 18 ans, dans le monde dans j'avais lequel 18. tu Ah es. oui, 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 je referais la même chose. Ouais, bien sûr. Ok. Ah, je ne changerais rien du tout. De Ah, mon parcours, je ne changerais rien. Rien du tout. De tout mon parcours, je ne changerais rien. Donc, ouais. Et merci que je le beaucoup. referais aujourd'hui à mon âge, dans les conditions dans lesquelles je l'ai fait, c'est-à-dire dormir dans les hôtels à 10 dollars la nuit avec une moustiquaire et un préservatif dessus, parce que c'est un hôtel de passe et je le découvre au moment où je vois la. Enfin, je suis pas sûr. Peut-être que j'aurais plus envie de réaliser un truc un peu plus. Voilà. Mais bon, sinon, je suis capable de le faire, je pourrais le refaire. Mais aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des productions derrière moi qui m'aident et qui m'amènent un certain confort, même quand je vais dans les zones dangereuses. Donc bon, c'est quand même appréciable. Oui, puis Voilà. surtout avec la Oui. famille, c'est pas le même Oui, facteur, donc forcément, c'est normal. exactement, mais j'ai la chance d'avoir une famille qui m'a toujours. Ma femme est journaliste de formation aussi, donc elle connaît ce métier, donc c'est la chance que j'ai aussi. Et même à l'époque où je partais énormément, j'ai jamais eu de reproche ni rien, donc c'est ce qui aussi a fait que j'ai pu continuer à faire ce métier sereinement, on va dire. Et ton fils te voit et ta fille te voit partir et venir, et comment il gère ça? Il te voit comme un héros à chaque fois? Non, bah non, je pense pas. Non, bah eux, ils sont habitués depuis tout petit. Ils me voient partir. Euh, quand mes enfants étaient petits, je partais vraiment. Avant d'avoir des enfants, avant même de rencontrer ma femme, je partais vraiment plus et dans des endroits vraiment plus dangereux. Dès que j'ai commencé à avoir mon premier enfant, ça s'est un peu calmé quand même. Mais bon, voilà. C'est toujours des endroits qui m'attirent, donc j'y vais toujours forcément. Un peu, moins qu'avant. Mais eux, ils sont habitués. Je peux rentrer de Gaza comme d'aller voir les gangs au Salvador ou d'Ukraine ou d'Irak. C'est comme si je rentrais de Washington, hein. Il y a trois questions, et puis après, qu'est-ce qu'on mange ce soir, quoi? C'est la vie du journaliste, hein. C'est pour ça que je te dis que l'héritage, finalement, tu sais que tu ne laisses pas d'héritage, quoi. Mais par contre, mine de rien, ils grandissent avec un environnement qui est un environnement, je pense, ouvert sur le monde. Donc, peut-être qu'ils en feront quelque chose. Ça, c'est leur propre destin. Merci beaucoup, Hugo, pour cet Avec échange à plaisir. la fois inspirant et lucide sur les réalités du métier. Et pour celles et ceux qui souhaitent suivre ton travail, où est-ce qu'on peut te trouver? Ce sont les réseaux sociaux ou un autre... Ouais, sur Instagram. Alors, donc mon Instagram, c'est Hugo Van Hoffel, tout attaché. Et bon, je poste pas grand-chose, je suis désolé, mais de temps en temps, je poste quelques petites photos en reportage. Voilà. Encore merci pour ton temps
Avec Et plaisir. à très bientôt sur Legacy in Motion. À bientôt et bravo pour ton travail. Merci Hugo.